Bonjour à tous, esprits curieux, et bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit d'une femme qui n'a pas seulement écrit des romans. Elle a réécrit la façon dont nous percevons la réalité même. Nous parlons d'une architecte du langage qui a su capturer l'invisible. Elle s'appelait Adeline Virginia Woolf, et si vous avez déjà eu l'impression que le temps n'est pas une ligne droite ou que vos pensées coulent comme un fleuve en crue, alors vous avez déjà habité ce monde qu'elle a aidé à découvrir pour la littérature occidentale. Avant elle, le roman était une maison bien ordonnée, briquet sur brique, des faits chronologiques. Mais Virginia a regardé cette maison et y a vu une prison. Elle a voulu briser les murs pour nous laisser voir comment la lumière et l'ombre jouent réellement au plus profond de notre conscience. Dans cet essai audiovisuel, nous allons déconstruire ces trois grands héritages, le modernisme comme rupture, le flux de conscience comme technique, et son manifeste immortel sur la femme et la fiction intitulée « Une chambre à soi ». Préparez-vous à défier les conventions. La question qui nous guidera est simple mais dévastatrice. De quoi a-t-on réellement besoin pour être libre? Pas seulement libre politiquement, mais libre mentalement pour créer, pour penser, pour être maître de ce torrent d'idées qui nous envahit à chaque seconde. Avant de commencer, un bref commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle afin de générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'atmosphère de ce que nous racontons. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Woolf, nous devons d'abord comprendre sa cage. Elle est née en 1882, en pleine ère victorienne. Un monde de règles rigides, de corsets physiques et mentaux. Un monde où la vie se mesurait aux apparences extérieures et non à la vérité intérieure. Son père était Leslie Stephen, un géant intellectuel mais un homme sévère. Leur maison à Hyde Park Gate était pleine de livres mais aussi de silence pesant. Virginia a grandi en dévorant la bibliothèque de son père, s'instruisant par elle-même pendant que ses frères allaient à l'université. Cette distinction est cruciale. Aux hommes, on donnait le monde public, l'éducation formelle, le pouvoir. Aux femmes comme Virginia, on donnait le domaine domestique, la maison, le thé, et pourtant dans cette réclusion, elle aiguisait un esprit qui allait couper l'histoire en deux. Après la mort de son père, les frères et sœurs Stephen ont fait quelque chose de radical. Ils ont déménagé dans le quartier de Bloomsbury. C'est ici qu'était né le célèbre cercle de Bloomsbury, un groupe d'intellectuels, d'artistes et d'écrivains qui rejetaient la morale victorienne et cherchaient une nouvelle façon de vivre. À Bloomsbury, on parlait de tout, d'art, de sexualité, de psychanalyse. C'était un laboratoire d'idées. Virginia s'est sentie pour la première fois libérée des chaînes du passé. C'est là qu'elle a commencé à se demander comment la littérature pouvait capturer cette nouvelle complexité de la vie moderne. Il faut se rappeler le contexte. Le monde changeait vite. L'électricité, l'automobile, et bientôt la Première Guerre mondiale, la vieille façon d'écrire des romans réalistes, où tout était solide et prévisible, ne suffisait plus à expliquer un monde fragmenté. Virginia observait les écrivains de son époque. Elle les appelait les matérialistes. Elle disait qu'ils se souciaient de décrire le corps, la maison, les vêtements, le statut social, mais l'âme leur échappait. La vie même, qui vibrait sous la surface, leur échappait. Elle a écrit une phrase célèbre qui définit sa quête. Elle a dit que la vie n'est pas une série de lanternes de calèche disposées symétriquement. La vie est un halo lumineux, une enveloppe semi-transparente qui nous entoure depuis le début de la conscience jusqu'à la fin. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre expérience de la réalité n'est pas linéaire. Pendant que vous m'écoutez, vous pensez peut-être au dîner, tout en vous rappelant une odeur d'enfance et en sentant le froid sur vos mains. Tout cela à la fois. C'est cela le halo lumineux. C'est cela qu'elle voulait écrire. Ici, nous entrons dans sa grande innovation technique, le flux de conscience. Beaucoup pensent que cela consiste à écrire n'importe quoi comme ça vient, mais ce n'est pas le cas. C'est une technique rigoureuse pour simuler le chaos ordonné de l'esprit humain. Imaginez lire les pensées de quelqu'un telles qu'elles surviennent, sans filtre, en sautant du présent au passé en une milliseconde. Woolf a perfectionné cela dans des chefs-d'œuvre comme Mrs. Dalloway, publié en 1925. Dans Mrs. Dalloway, tout le roman se déroule en une seule journée. Clarissa Dalloway se prépare pour une réception. Mais dans sa tête, nous voyageons des décennies en arrière. Nous visitons ses peurs, ses amours perdus. Le temps chronologique est court, mais le temps psychologique est infini. C'était révolutionnaire. Elle a brisé la dictature de l'horloge. Elle nous a appris qu'un moment d'épiphanie, en achetant des fleurs, peut être plus important que 10 ans d'histoire politique. Woolf a démocratisé l'importance de l'expérience intérieure. Elle soutenait que la tâche du romancier est d'enregistrer les atomes à mesure qu'ils tombent sur l'esprit, peu importe leur apparente déconnexion. Rien n'est trivial si cela fait partie de l'expérience humaine. Le quotidien devient sacré, mais Virginia n'a pas seulement exploré l'esprit individuel,
Elle a aussi exploré l'esprit collectif et le lien entre les personnes. Dans son œuvre La promenade au phare, publiée en 1927, elle pousse cela à la limite. C'est un roman sur la famille Ramsay et une visite reportée à un phare. La partie centrale de ce livre est fascinante. Elle s'intitule « Le temps passe ». Les personnages humains y disparaissent. La maison reste vide et Woolf décrit comment le vent, la poussière et le temps corrodent les objets pendant 10 ans. C'est la nature qui reprend ses droits. C'est une leçon d'humilité. Elle nous montre que le monde continue d'exister sans nous, que nos drames personnels sont dérisoires face à l'immensité du temps. Et pourtant, à la fin du livre, l'art parvient à sauver un instant de cette destruction. Changeons de registre. Parlons de son impact social. Car Woolf ne regardait pas seulement vers l'intérieur. Elle observait les structures de pouvoir qui l'entouraient. Et cela nous mène à son essai le plus influent, Une chambre à soi, publié en 1929. Ce texte est né de conférences sur les femmes et le roman. Virginia s'est posé une question simple, pourquoi n'y a-t-il pas de Shakespeare femme? Pourquoi l'histoire de la littérature est-elle dominée presque exclusivement par les hommes jusqu'au 19e siècle? La réponse n'est pas biologique. Ce n'est pas que les femmes ont moins de talent. La réponse est matérielle, économique. Pour écrire de la fiction, pour créer de l'art, une personne a besoin de 2 choses, de l'argent et une chambre à soi. Cela semble évident aujourd'hui, mais c'était radical. Woolf a démystifié le génie. Le génie ne flotte pas dans l'air. Le génie a besoin d'être nourri, il a besoin de temps libre, il a besoin de solitude. Et historiquement, les femmes n'ont jamais eu ces choses. Les femmes appartenaient à leur père ou à leur mari. Elles n'avaient pas d'argent propre et elles étaient toujours dans la salle commune de la maison, interrompues par les enfants, par la cuisine, par les visites. Comment peut-on écrire un chef-d'œuvre si l'on est interrompu toutes les 10 minutes? Pour illustrer cela, Woolf invente un personnage fictif, Judith Shakespeare, la sœur imaginaire de William Shakespeare. Supposons qu'elle ait eu le même feu sacré, la même poésie, le même talent inné que son frère. Pendant que William va à l'école, apprend le latin et voyage à Londres pour devenir acteur, Judith reste à la maison à repriser des chaussettes. Si elle tente d'écrire, on se moque d'elle. Si elle tente de voyager seule, on abuse d'elle. Son talent devient une torture car il n'a aucune issue. La fin de Judith est tragique. Elle quitte ce monde de son propre gré et repose désormais dans un lieu anonyme. Woolf nous dit que le génie des femmes s'est perdu non par manque de capacité, mais par manque d'opportunité. Par manque de ces 500 livres par an et de cette chambre à soi. 500 livres était une métaphore de l'indépendance financière. Woolf savait que la liberté intellectuelle dépend des conditions matérielles. On ne peut pas bien penser, bien aimer, ni bien dormir si l'on n'a pas bien dîné. C'est une de ces phrases célèbres. Mais Woolf ne s'est pas arrêté à la plainte. Elle nous a donné une solution. Elle a dit que les femmes devaient écrire, qu'elles devaient gagner de l'argent et qu'elles devaient écrire non pas comme des hommes, mais comme des femmes, en explorant leurs propres phrases, leur propre psychologie, leur propre vision du monde. Cela rejoint un autre concept fascinant de Woolf, l'androgynie de l'esprit. Dans son livre Orlando, elle raconte l'histoire d'un noble qui vit 300 ans et change de sexe au milieu du roman. D'homme à femme, et reste la même personne. Avec Orlando, elle se moquait des biographies traditionnelles et des rôles de genre. Elle suggérait qu'un grand esprit est androgyne, qu'il doit avoir la capacité de voir le monde avec les 2 yeux, le masculin et le féminin, pour être véritablement créatif. Cette idée résonne puissamment aujourd'hui. Woolf a anticipé les débats sur la fluidité de genre et l'identité presque un siècle avant qu'ils ne deviennent courants. Son esprit était si libre que les catégories rigides ne lui servaient tout simplement plus. Cependant, nous ne pouvons pas parler de Virginia Woolf sans parler de sa part d'ombre. Son esprit brillant était aussi un esprit tourmenté. Elle souffrait de ce qu'on diagnostiquerait probablement aujourd'hui comme un trouble bipolaire. Elle avait des crises dépressives dévastatrices. Elle entendait des voix. Elle avait des maux de tête terribles. Et elle vivait avec la peur constante de la folie. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle a utilisé cette fragilité. Elle a utilisé cette sensibilité extrême pour capter les subtilités que d'autres ignoraient. Sa douleur faisait partie de son regard. Son mari, Leonard Woolf, a été son ancre. Il a pris soin d'elle avec un dévouement immense. Ensemble, ils ont fondé la Hogarth Press, une maison d'édition qui a publié ses propres livres et ceux d'autres génies comme T.S. Eliot. Ils avaient le contrôle total de leur production. Avoir sa propre imprimerie signifiait que Virginia n'avait à plaire à aucun éditeur. Elle pouvait expérimenter. Elle pouvait être aussi étrange et novatrice qu'elle le souhaitait. C'était l'expression ultime de la chambre à soi. Elle avait sa propre presse. Mais nous arrivons à l'année 1941. La Seconde Guerre mondiale avait éclaté. Les bombes tombaient sur Londres. Sa maison en ville fut détruite. Virginia sentait la folie revenir. Elle sentait que cette fois, elle ne s'en remettrait pas. Le 28 mars 1941,
Virginia a écrit une lettre à Léonard. C'est peut-être l'une des lettres d'adieu les plus émouvantes de l'histoire. Elle lui a dit « Je te dois tout le bonheur de ma vie, mais je ne peux plus continuer à gâcher la tienne. » Elle a marché vers la rivière Ouse, près de chez elle. Elle a rempli les poches de son manteau de lourdes pierres, et elle s'est avancée dans l'eau. Le courant a emporté l'un des esprits les plus brillants du XXe siècle, mais il n'a pas emporté ses mots. La mort de Woolf n'a pas effacé son héritage. Au contraire, ses livres sont plus lus aujourd'hui que jamais, car elle a capturé quelque chose d'universel. La solitude de l'être humain et en même temps l'incroyable richesse de notre vie intérieure. Elle nous a appris à regarder non seulement la surface des choses, mais leur essence. Elle nous a appris qu'une femme pensant en silence dans une pièce est aussi importante pour l'histoire qu'un général sur un champ de bataille. Elle nous a appris que le temps est élastique, que la mémoire est un peintre capricieux, et que pour créer quelque chose de vrai, nous devons avoir le courage d'être nous-mêmes, de briser les moulures victoriennes que nous portons en nous. Aujourd'hui, quand nous lisons Virginia Woolf, nous ne lisons pas un document historique. Nous lisons un miroir. Nous nous voyons nous-mêmes dans ses doutes, dans ses épiphanies et dans sa quête incessante pour capturer l'instant présent avant qu'il ne s'évanouisse. Alors, la prochaine fois que vous sentirez vos pensées divaguer, que le passé se mêlera au présent, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous de Virginia. Vous faites l'expérience du flux de la vie, du halo lumineux, et vous avez le droit de l'explorer. Je vous invite à la lire. N'ayez pas peur de sa complexité. Commencez par une chambre à soi, puis essayez Mrs. Dalloway. Laissez sa prose vous baigner comme les vagues sur lesquelles elle a tant écrit. L'effort en vaut la peine. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers la vie et l'œuvre d'Adeline Virginia Woolf. Ce fut un honneur de démêler ses fils avec vous. Son héritage est un flambeau qui continue d'éclairer les recoins sombres de notre conscience. Si cette analyse a allumé une étincelle dans votre esprit, si vous appréciez ce type de contenu profond et rigoureux, s'il vous plaît, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Aidez-nous à construire notre propre chambre à soi dans ce vaste monde numérique. À la prochaine!